ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Pour démarrer, déplacement du souverain au Chili qui assistait à une grande conférence dédiée à la protection des océans. Nous vivrons un temps fort avec la base vie du futur centre hospitalier Princesse Grace qui vient d'être inauguré. Nous vous présenterons la nouvelle promotion du Vivier 2015. Nous parlerons du coup de cœur des lycéens avec les jeunes membres du jury. Nous irons à l'auditorium Régnier 3 avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, nous célébrerons les 10 ans du Monte-Carlo Bay autour d'un brunch. Comme je vous le disais dans les titres, ce lundi et ce mardi se tenait au Chili une grande conférence dédiée à la protection des océans en présence du souverain et de nombreux spécialistes. Une équipe de Monaco Info était sur place, un reportage de Fabien Bognat. Valparaiso et ses 54 collines, ses funiculaires et ses maisons colorées si pittoresques. C'est dans ce cadre-là que s'est tenue la deuxième conférence d'Hour Ocean, juste à côté, à Viña del Mar plus précisément. Après Washington l'an passé à l'initiative de John Kerry, la deuxième édition d'Hour Ocean se déroule au Chili, un pays d'Amérique du Sud tout en longueur, bordé par l'océan Pacifique. Les océans, le cœur des conversations pendant ces 2 jours de conférence, avec essentiellement 3 grands axes, la pollution marine, l'acidification des océans et les problèmes de surpêche. Le souverain a participé à cette conférence en présence notamment du secrétaire d'État américain John Kerry, de la présidente du Chili Michelle Bachelet, ainsi que plus de 400 personnalités entre chefs de gouvernement, ministres, experts scientifiques ou encore hommes d'affaires philanthropes. Tous ont compris l'importance de se mobiliser. Les océans représentent 70% de la surface de notre planète. I am passionate about the oceans because I'm passionate about life, and the oceans are life. We would not survive, we wouldn't be alive. Les différentes personnalités ou experts se sont succédés sur scène lors de tables rondes pour apporter leurs témoignages ou proposer des solutions pour nos océans affaiblis. Que les océans soient malades, c'est certain, par tous les méfaits de l'industrialisation, des pollutions plastiques, de l'impact du changement climatique, c'est incontestable. Qu'il y ait une prise de conscience, c'est aussi tout à fait certain. Il y a un objectif international qui a été fixé d'arriver à 10% d'air protégé sur la totale surface des océans en 2020. On en est encore très loin et donc il faut vraiment créer l'élan pour pouvoir y arriver et le cas échéant même le dépasser. Donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Tout le monde ici parle aussi de l'échéance de la conférence climat à Paris au mois de décembre. Il y a, je dirais, une cohésion assez grande, notamment par les déclarations qui sont faites par les 2 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, les 2 plus gros pollueurs que sont la Chine et les États-Unis, qui conjointement sont décidés à agir. Donc il est bien tard, c'est certain, mais je ne pense pas qu'il soit encore trop tard. Le moment le plus joyeux peut-être pendant cette conférence, la signature officielle d'un protocole d'accord pour des aires marines protégées entre des membres Rapa Nui, la communauté vivant sur l'île de Pâques, et le gouvernement chilien, zone où se trouve cette île. Ce matin a déjà donné lieu à des déclarations extrêmement intéressantes puisque la présidente Michelle Bachelet, présidente du Chili, a annoncé la création de 2 très grandes aires marines protégées. En premier lieu, l'aire marine protégée de l'île de Pâques, Rapa Nui, qui va couvrir plus de 125 000 km². Et vous savez que l'an dernier, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, était au Chili et avait eu un entretien avec la présidente Bachelet, avait insisté sur l'importance de cette aire marine protégée. Donc c'est vraiment très réjouissant. So the problem of our island is, industrial fishing. Notre gros problème, c'est la pêche industrielle. La surpêche extermine les poissons autour de l'île et nous n'avons pas de grosse industrie dans ce domaine. C'est vraiment historique parce que c'est une première. La présidente Michelle Bachelet fait une démarche officielle pour protéger notre océan autour de l'île de Pâques. Parce que l'île est connue dans le monde entier, vous savez, vous connaissez notre culture, celle des Rapa Nui, elle est unique au monde, on doit protéger les océans et les coraux.
We have to protect from the earth and the ocean as well. Depuis près de 10 ans d'existence, la Fondation soutient 351 projets pour un montant de près de 33 millions d'euros, dont une partie en faveur d'aires marines protégées. Comme le disait le plus grand poète chilien, Pablo Neruda, « Necesito del mar porque me enseña », j'ai besoin de la mer parce qu'elle m'enseigne. Vous avez pu voir le souverain participer aux différentes tables rondes. Je vous propose de l'écouter notamment à propos de l'état actuel des océans et de l'importance de cette conférence. Ici à Valparaiso, en ouverture de cette conférence, il y a eu des annonces tout à fait remarquables, tout à fait extraordinaires de la part de la présidente du Chili, Madame Michelle Bachelet, qui a en quelque sorte nous a livré la primeur de cette annonce de 2 grandes aires marines protégées autour de l'île de Pâques, de Rapa Nui, et puis de l'archipel Fernandez. Donc, ce qui fait au total 1 million de milles marins de protégés en plein océan Pacifique. C'est un engagement tout à fait exceptionnel. Et puis le secrétaire d'État Kerry, lui aussi, a annoncé de nouvelles aires marines protégées aux États-Unis, une sur la côte du Maryland, sur le lac Michigan, donc un grand ensemble d'eau douce, mais qui aussi fait partie de tout un système de lacs, comme vous savez, où il y a aussi énormément de problèmes de pollution et de surpêche. Donc ce sont des mesures extrêmement courageuses qui, j'espère, inciteront d'autres pays à aller dans le même sens et à faire de l'objectif de 10% des aires marines protégées une réalité, ou même plus, dans quelques années, et certainement avant l'horizon 2020. Retour en principauté, vous aviez pu suivre sur Monaco Info les détails liés au chantier du futur centre hospitalier Princesse Grace. Eh bien, ce mardi matin, la base vie de ce chantier a été inaugurée en présence du ministre d'État. Sandrine Nègre vous fait vivre ce temps fort. Elle est située à quelques mètres de l'actuelle entrée du centre hospitalier Princesse Grace et avant le tunnel qui mène au boulevard de Belgique. Cette base vie de plusieurs étages a été mise en place pour mener différentes missions au cours des années à venir. Elle a été positionnée en dehors de l'emprise des travaux. C'était un élément important parce que c'est une opération déjà contrainte où il y a beaucoup un tiroir et phasé. C'était important qu'on ne soit pas en permanence à bouger les baraquements de chantier qui ont un coût et puis qui permettent aussi d'avoir un confort de travail pour les équipes qui vont devoir mettre en œuvre ces travaux. C'est un ouvrage qui a été fait dans les travaux préparatoires avant que la phase dite 0 de dévoiement de l'avenue Pasteur, de construction du parking ne se lance. Et donc cette base vie, elle est sur 4 niveaux. Elle est destinée à accueillir les baraquements des compagnons, pour devenir servir de vestiaire, de réfectoire, aussi équipé de douches et de sanitaires. Une base vie telle qu'elle est positionnée donc, sur cette opération du nouveau CHPG est une tour de contrôle. Vous l'aurez compris, on s'est positionné en hauteur pour voir, superviser, maîtriser tout ce qui va tourner, entrer, sortir de cette opération en termes de flux, par le biais d'intervenants qui sont permanents sur le site qu'on a appelé logisticiens. En termes de maîtrise d'œuvre, donc tous les concepteurs, donc l'architecte, ses bureaux d'études sont positionnés sur la base vie. La maîtrise d'ouvrage que nous représentons au service des travaux publics est également présente, ainsi qu'un coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé. Donc toutes les forces de maîtrise de l'opération sont concentrées ici. Une base vie qui accueillera donc les différents corps de métier présents sur le chantier jusqu'en 2027. C'est un jour important qui marque le début des travaux du nouveau CHPG, qui est un chantier majeur pour l'avenir de la principauté. Et nous allons essayer de dérouler ce chantier avec la meilleure information possible des personnes concernées, c'est-à-dire le personnel médical, les patients et les riverains. Le gouvernement princier et Media and Events ont d'ailleurs présenté la mascotte Hector, la petite abeille, une sorte de guide. Une adresse utile est aussi à votre disposition, le www.nouvelhopital.gouv.mc. Et l'inauguration officielle de cette base vie a également permis de faire le point sur le nouveau CHPG, bâti sur le même site que l'actuel hôpital. Nous avons de nombreuses années où nous devons faire vivre, et c'est notre challenge, cet hôpital actuel avec le chantier.
Pour cela, donc, les personnels hospitaliers, le département des affaires sociales et de la santé sont en liaison permanente avec Marie-Pierre Gramalia et les équipes du service des travaux publics pour que les nuisances soient évidemment réduites à leur strict minimum au niveau des bruits, au niveau de l'accès, de la circulation. Nous veillerons à maintenir l'excellence des soins autant que faire se peut, car bien évidemment, un tel chantier ne va pas sans quelques désagréments que nous anticipons et que nous ferons tout pour maîtriser au mieux. Des capteurs acoustiques ont été placés pour surveiller les seuils à ne pas dépasser. Et cet hôpital, tout comme son chantier, s'inscrivent dans une politique environnementale. De nombreuses mesures éco-responsables sont prises, à l'image des pompes à chaleur, mais pas seulement. Des normes environnementales très importantes seront appliquées à ce chantier qui va avoir un label HQE, haute qualité environnementale. Alors déjà au niveau de son enveloppe, il y aura la conception de l'enveloppe de l'hôpital est une conception bioclimatique qui va en été limiter les impacts du soleil direct sur les chambres et qui va répartir la lumière naturelle dans l'hôpital. Il y aura également des capteurs qui seront installés sur le toit du CHPG, des capteurs solaires pour préchauffer l'eau sanitaire des hébergements. Une charte verte qui a été signée dans l'élaboration même du chantier, dans le déroulement du chantier pour essayer de limiter au maximum les nuisances avec les riverains, puisque je vous rappelle que cet hôpital est construit dans un site très contraint et qu'il faut que le CHPG actuel puisse fonctionner au mieux pour le bien du personnel hospitalier et des malades. C'est un chantier qui va nous bercer pendant 12 à 15 ans et au titre de l'importance des soins et de la qualité des soins en principauté, je crois que ça ne se discute même pas. Donc je salue encore les services de Madame Gramalia qui ont réfléchi et l'ensemble des ingénieurs. Et nous suivrons bien sûr pour vous toutes les étapes qui vont ponctuer la construction du nouveau centre hospitalier Princesse Grace, prêt à répondre aux besoins de plus de 100 000 personnes. Des étapes que vous découvrez dans ce clip. Et avant l'inauguration de la base vie du futur CHPG, le ministre d'État a souhaité recevoir la nouvelle promotion du Vivier en sa résidence autour d'un petit déjeuner convivial. Alexandra Pani vous présente ces 4 nouveaux entrants dans l'administration monégasque. Ils sont 4 cette année à avoir satisfait au concours d'entrée du Vivier. Ce service rattaché à la direction des ressources humaines forme de jeunes monégasques au métier de l'administration. Ces élèves fonctionnaires vont recevoir une formation leur permettant d'avoir un aperçu général des nombreuses missions des différents services de la fonction publique. Ils vont commencer par 1 mois de formation théorique où on va leur présenter un certain nombre de départements, les institutions de la principauté, des formations à caractère général. Et ensuite, ils vont pouvoir commencer leur premier stage qui sera effectué en alternance avec d'autres formations qui vont continuer tout au long du premier stage. Et à l'issue de ce premier stage donc en alternance, ils effectueront leur deuxième stage dans un autre service de l'administration pour leur permettre de parfaire leur connaissance du fonctionnement administratif.
Le concours est ouvert à tous les étudiants de nationalité monégasque avec un diplôme de niveau Bac+4 minimum. Pour cette promotion 2015, 2 jeunes femmes et 2 jeunes hommes ont été sélectionnés. Ils ont chacun des parcours riches et diversifiés afin de s'adapter au mieux à leur futur poste. Ce qui est intéressant, je pense, pour l'administration, c'est que j'ai été amené à voyager un peu, donc à avoir une expérience différente. J'ai vécu 2 ans à Montréal, donc j'avais fait plus une formation commerciale. Mais après, j'ai également fait une autre formation destinée donc au management public. Alors plus une formation destinée aux collectivités locales, lesquelles ont peu ou prou les mêmes problématiques que notre administration. Donc je pense que j'ai une formation qui est très généraliste et qui peut s'adapter à un bon nombre de services de l'administration monégasque. Pour certains, il s'agit là d'une première approche au métier de l'administration. L'administration, c'est un monde nouveau pour vous ? Oui, totalement. Comment vous l'appréhendez ? De manière assez sereine. J'ai hâte de faire mes stages et de mettre en pratique mes compétences. Donc non, je suis assez contente. C'est une opportunité pour des jeunes comme nous, donc on a 25 ans jusqu'à 28 ans, et c'est une très grande opportunité, comme je vous ai dit. C'est une formation d'1 an avec des intervenants comme le ministre d'État, comme on a pu voir maintenant, M. Pastorelli, son Excellence hier, et pendant toute la durée de cette formation, des intervenants qui sont de qualité, et on ne peut pas nier tout ça, et on ne peut que apprendre grâce à ça. Donc c'est une énorme opportunité pour nous, et ça nous permettra d'avoir un poste et d'avoir déjà des connaissances et pouvoir les mettre en fonctionnalité pour pouvoir travailler dans cette administration et avoir un poste décisionnaire, on va dire, un poste de cadre et d'administrateur exactement. 2 d'entre eux ont pour autant déjà eu l'occasion de découvrir l'administration monégasque, à l'image de Laetitia Vecchirini en tant que volontaire internationale monégasque au Burkina Faso. Cette expérience, oui, ça a été un pas dans l'administration, mais c'était pas vraiment en tant que fonctionnaire puisque j'ai été mise à disposition pour la Croix-Rouge monégasque. Mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir un petit peu le monde de l'administration et de développer cette envie ensuite de découvrir d'autres opportunités au sein de l'administration. Qu'est-ce qui vous a séduit au sein de l'administration ? Il y a beaucoup d'opportunités et je pense que comme on le disait tout à l'heure, comme on en parlait tout à l'heure, on a quand même, en tant que vivier, la chance de pouvoir rencontrer des hautes personnalités qui participent et qui contribuent au rayonnement de la principauté. Donc c'est vraiment aussi une opportunité d'apprendre et de pouvoir mettre ensuite au service ces compétences au sein de la fonction publique. Près d'1 an après leur formation, les stagiaires viviers intégreront un poste d'administrateur au sein de la fonction publique. L'administration voit avec ces jeunes fonctionnaires un pari sur l'avenir pour la jeunesse monégasque. Place à la culture à présent, la Fondation Prince Pierre a levé le voile sur son palmarès 2015. Plusieurs prix ont été remis, dont celui du coup de cœur des lycéens. Vous en saurez plus mercredi dès 19h. En attendant, Sandrine Nègre a pu rencontrer les jeunes membres de ce jury. Et nous sommes le 30 septembre. Le jury du prix coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince Pierre s'est réuni au lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Et des élèves de cet établissement et du lycée Albert Ier composent le jury de ce prix sous la conduite de leur professeur de lettres. Le coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince Pierre est basé sur les mêmes principes que le prix de la bourse de la découverte donné par la Fondation Prince Pierre. Sauf qu'il y a un jury adulte et ici, pour notre événement, nous avons un jury scolaire de lycéens. Et font partie de ce jury 3 classes des établissements du secondaire de la Principauté, à peu près une 50aine d'élèves. Donc cette année, il y avait une classe du lycée technique de Monte-Carlo et il y avait des classes de seconde, option littérature et société du lycée Albert Ier et une classe de seconde, option philosophie du lycée Albert Ier aussi. L'opération a été lancée en octobre 2014 et les élèves ont lu 14 romans qui étaient dans la sélection et ils ont élu 4 romans finalistes au mois de juin qui se sont engagés à relire pendant l'été. Et aujourd'hui, effectivement, on a reparlé des 4 romans finalistes et ils ont élu leur vainqueur. Et Bruno Deniel Laurent, Étienne Guéraud, Véronique Poulain, Marion Richez ont donc au moins un point commun,
Leurs ouvrages ont été choisis par ces jeunes lecteurs pour figurer sur la liste finale. Pendant ces minutes d'échange, les adjectifs pour décrire ces livres fusent: stressant, réaliste, amusant, intéressant, prenant ou encore moderne, avec 4 romans qui ont fait partie de l'aventure littéraire vécue par ces 3 classes de lycéens. J'avais commencé cette participation l'année dernière avec le cours de philosophie. Mon prof de philo, M. Grelot, qui était un ancien professeur de philosophie à l'école militaire de Saint-Cyr. Et pour moi, l'idée de lire des livres, c'était charmant parce que j'adore lire des livres. Du coup, dès qu'on m'a proposé, j'ai dit oui. Ça ouvre à de nouvelles lectures et voilà, ça change du contexte littéraire qu'on a d'habitude à l'école, étant donné que c'est souvent des livres de grands auteurs, de l'histoire, tout ça. Victor Hugo, etc., on en entend beaucoup parler. Et là, le fait que ce soit nouveau et moderne, ça permet justement à plus de personnes d'apprécier la littérature et je trouve ça beau. Au cours de cet après-midi, ces jeunes ont bien sûr dû procéder à un vote pour déterminer le lauréat du prix, titre de l'ouvrage et nom de l'écrivain récompensé dans votre prochaine édition. Autre temps fort lié également à la Fondation Prince-Pierre dans le cadre du marathon de lecture à la bibliothèque Louis Notari cette fois-ci. L'établissement a accueilli lundi après-midi les auteurs en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte, 24 heures donc avant la grande soirée à la salle Garnier. 2 heures d'échanges fructueux au cours desquels les lecteurs ont pu faire part de leurs sentiments aux auteurs directement après avoir passé l'été avec leurs ouvrages. Ce qui était très agréable, c'est que les gens avaient lu les livres, donc ça c'est assez rare, finalement assez exceptionnel, parce qu'on a souvent des questions de gens qui ne l'ont pas lu. Donc c'était bien parce que les gens posaient des questions extrêmement précises et puis parlaient surtout de leur ressenti de lecteur. Et c'est toujours très agréable pour nous, parce que c'est quand même un travail très solitaire, celui d'écrivain. Donc quand on peut croiser un petit peu des gens qui sont entrés dans notre univers, c'est toujours plaisant et émouvant. C'est toujours passionnant de rencontrer évidemment ces lecteurs, et là c'était d'autant plus fort qu'il y a vraiment eu des lectures approfondies, il y a vraiment eu des questions qui étaient pertinentes sur le livre. Donc c'est toujours magique en fait de se savoir lu et de se savoir vraiment lu, surtout sur un livre comme ça qui fait 800 pages. Alors justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler le thème de cet ouvrage de 800 pages? Alors ça s'appelle La fleur du capital, c'est le portrait d'une ville en Thaïlande qui s'appelle Pattaya, qui est à la fois la station balnéaire la plus populaire d'Asie, donc avec un tourisme familial très fort. C'est la capitale mondiale du tourisme sexuel et c'est aussi une ville en proie à la fièvre immobilière comme on en trouve partout en Asie. Donc c'est à la fois l'apogée d'une certaine idée du capitalisme, en tout cas de notre monde actuel, et c'est aussi son dérèglement et son dérèglement au fur et à mesure de ces nuits interlopes qui se passent comme ça dans ces bars et ces boîtes de nuit. Et derrière l'un de ces visages se cache le lauréat 2015 de la Bourse de la Découverte qui récompense un jeune écrivain francophone. Culture toujours avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait ce dimanche soir à l'Auditorium Régnier 3 un répertoire signé Schumann, Smolka et Brahms. José Sacré vous en dit plus. Dimanche 4 octobre, à l'Auditorium Régnier 3, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, a assisté au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui, sous la direction d'Oleg Caetani, a interprété, après l'opus 52, ouverture, scherzo et finale de Robert Schumann, Quand le tympan de l'oreille porte le poids du monde, une œuvre de Martin Smolka. Il s'agissait d'une création mondiale, commande de la Fondation Prince-Pierre de Monaco avec le concours de la Sogeda, au lauréat du prix de composition musicale 2012, Martin Smolka. Ce prix m'a beaucoup aidé dans mon travail. Grâce à lui, j'ai maintenant mon studio où je peux créer dans une totale concentration. C'est d'ailleurs là que j'ai composé la pièce créée aujourd'hui. J'ai la partition ici, je tenais à vous la montrer. Voilà la partition, vous voyez, une partition de musique. Donc ça, c'est la réalité matérielle de ce que nous allons entendre ce soir. Et c'est la mission, mais aussi l'honneur de la Fondation Prince-Pierre, que de susciter des œuvres nouvelles et de les diffuser.
L'œuvre de Martin Smolka s'intitule « Quand le tympan de l'oreille porte le poids du monde ». C'est un titre sérieux. It is serious. There is some drop of existential. C'est un titre qui porte en lui une réflexion, une pensée existentielle à propos de choses sérieuses. As every poetry, there is a certain play with words and with images. Et d'un autre côté, derrière la poésie, il y a toujours des jeux de mots et d'images. Parce que bien sûr, imaginer que le tympan peut soutenir le monde, c'est absurde. Hold the word is absurd. Dernière œuvre au programme de ce concert, le concerto pour piano numéro 1 de Brahms, interprété avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo par un merveilleux pianiste, Philippe Bianconi. Et dans le reste de l'actualité monégasque, Georgi Shishkin expose à la cathédrale de Monaco. Vous pourrez découvrir son cycle de tableaux Rêve russe. L'artiste est surtout connu pour sa maîtrise du portrait. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'année de la Russie en principauté. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de rejoindre le lagon du Monte Carlo Bay avec son directeur général et son chef étoilé afin de célébrer les 10 ans de l'établissement monégasque. Alexandra Pani a assisté à ce brunch d'exception. Bienvenue au Monte Carlo Bay pour les 10 ans du Monte Carlo Bay. C'est autour d'une formule insolite que le chef étoilé du Monte Carlo Bay, Marcel Ravin, a souhaité rassembler les amateurs de cet établissement monégasque pour fêter son 10e anniversaire. 7 grands chefs de la Société des Bains de Mer se sont donc donné rendez-vous lundi autour d'un brunch. Comprenez un goûter original entre le lunch et le dîner. Marcel Ravin en était le grand chef d'orchestre afin de célébrer cet établissement qui lui a beaucoup apporté dans sa cuisine. Je sais dans quel environnement j'évolue et je suis en tout cas très fier d'être ici à Monaco. Et 10 ans après, on amène aussi une étoile Michelin. Finalement, on contribue et on écrit, on fait un petit peu partie de l'histoire de Monaco et c'est ce qui me ravit. Par moments, il m'arrive de me balader dans les jardins quand j'ai des moments de doute, quand j'ai envie de respirer. Ces balades dans le jardin me permettent un petit peu de repartir du bon pied. Et aussi, même avec mes cuisiniers, quelquefois, eux aussi, quand ils sont un peu stressés, agacés par certaines choses, je les invite à venir avec moi et à faire le tour et juste à se projeter et à regarder un petit peu tout cela et se dire, bon, finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Différents partenaires culinaires de l'établissement étaient également conviés à l'événement. Depuis 10 ans, le Monte Carlo Bay a souhaité apporter un souffle nouveau au sein du groupe SBM. Je pense du Portugal à la Calabre. Il n'y a pas un établissement de cette taille avec un lagon à fond de sable. Si vous voulez, c'est un resort. On a presque tout. Le client, s'il veut, ne peut même pas sortir. On a un ponton, nous avons un hélipad, il y a 3 piscines, il y a un coiffeur, il y a des restaurants. Donc si vraiment il veut, d'ailleurs il y en a certains qui ne bougent même pas pendant quelques jours. Donc voilà la différence. Et en plus, après, je pense que la différence, c'est la qualité du personnel qui est simple, avec des valeurs, pas compliquées. C'est sûr, nous, on n'a pas la prétention d'être au niveau de l'hôtel de Paris, Hermitage, on n'a pas un palace, mais les gens se sentent bien chez nous. On a une clientèle peut-être un peu plus jeune, avec beaucoup d'enfants. Autour des stands culinaires, les convives ont pu apprécier tout au long de la journée une ambiance musicale festive, en profitant pleinement des jardins et de la vue imprenable sur la Méditerranée, qui a su faire la réputation du Monte Carlo Bay. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et voici à présent les tendances météo pour ces prochains jours. Mercredi, de la pluie au programme avec des températures allant de 18 à 23 degrés. Jeudi, un temps mitigé en perspective avec un mercure légèrement en baisse par rapport à la veille.
Vendredi, davantage de soleil le matin que l'après-midi avec un thermomètre stationnaire. Et enfin samedi, un début de week-end plutôt ensoleillé avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle grâce au magazine cinéma signé José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.